Merci beaucoup. Je sais pas si vous avez remarqué, mais elle ressemble beaucoup à Michel Larocque quand même. Allez, hashtag Michel. Alors, on me dit que des vieux se sont glissés dans la salle. J'ai rien contre les personnes âgées, hein, j'ai des très bons amis qui ont plus de 35 ans. Non, je dis juste attention canicule. Non. Cependant, il y a une chose que je pense pouvoir vous incriminer. C'est, voilà, je pense que vous n'avez pas beaucoup de goût en fait. Hein, et je le prouve. 1857. Un parterre de vieillards décatis condamne les fleurs du mal pour pornographie et outrage à la morale publique. Hein. Les fleurs du mal. The flower of the bad. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Qui bande? Ah, ça devait... Non. Plus sérieusement, je pense que ça devait être quelque chose de la puberté en 1857, hein, dans les toilettes avec les Misérables. Cosette! Non, alors... Plus sérieusement, c'est vrai que... Alors cette blague, elle est pas de moi, bien sûr, parce que tout ce sketch-là que je viens de faire, il est d'un certain Gaspard Proust. Mais j'ai jamais, en fait, vraiment compris cette blague, parce que en fait, si, les fleurs du mal, il suffit de regarder un petit peu, enfin, d'ouvrir, hein, les fleurs du mal. C'est pour ça que c'est très compliqué quand on est prof, moi je suis prof, c'est très compliqué quand on est prof de faire étudier à des collégiens. Ouais, c'est super vénère. Je sais pas si vous connaissez À celle qui est trop gaie. C'est un poème qui a été retiré des fleurs du mal suite à ce procès. Ce qu'on appelle donc ce que Baudelaire appelait lui-même une des épaves. Ainsi, je voudrais, une nuit, quand l'heure des voluptés sonne, vers les trésors de ta personne comme un lâche ramper sans bruit, pour châtier ta chair joyeuse, pour meurtrir ton sein pardonné, et pour faire à ton flanc étonné une blessure large et creuse. Et, vertigineuse douceur, à travers ces lèvres nouvelles, plus éclatantes et plus belles, t'infuser mon venin, ma sœur. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous dira les fleurs du mal, vous pourrez crier titre. C'est bien pour ça qu'il y a eu un procès. C'est justement parce que dans ce poème-là, qui est un des 6 qui a été retiré, vous pouvez trouver globalement tout ce qui ne plaisait pas vraiment à l'époque. C'est-à-dire donc la pornographie, la violence, l'inceste, etc. Donc finalement, qu'il y ait eu un procès, ça ne nous surprend pas beaucoup. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, le procureur impérial qui a fait condamner 6 des poèmes des Fleurs du Mal, c'est le même qui, la même année, 1857, demande également à ce qu'on condamne Madame Bovary en littérature, de Gustave Flaubert. Donc c'est quand même dire que c'était une autre époque, là où on faisait condamner des livres. Mais donc ce qui est pratique, c'est que c'est 1857. Voilà, parfois il y a des dates charnières, c'est des périodes qui sont un peu longues à compliquer. Là, il y en a une seule à mémoriser, qui est l'année des 2 procès sur les œuvres de 2 des plus grands auteurs du 19e siècle, faits par le même procureur impérial. Donc vous vous dites, a priori ce gars, il n'avait pas l'air d'aimer beaucoup la littérature. Probablement c'était quelqu'un qui cramait des bouquins au petit déjeuner ou qui devait faire griller ses steaks. En tout cas, il s'hydratait pas beaucoup. Mais ce qui permet d'aller un peu plus loin que cette idée-là, c'est qu'on a encore les réquisitoires de ce procureur impérial qui s'appelle Maître Pinard, décidément qui n'avait pas beaucoup de chance. Et quand on lit les réquisitoires de Maître Pinard, eh bien, on prend la mesure dans laquelle il avait très bien compris, en fait, le projet littéraire de Baudelaire et de Flaubert. C'était pas du tout quelqu'un qui cherchait à faire des autodafés toutes les 5 minutes. C'était quelqu'un qui vraiment comprenait ce qui se passait. Et c'est pour ça qu'en fait, il se prenait en fait un peu pour Doctor Who. C'est-à-dire qu'il essayait de retenir la rupture spatio-temporelle qui était en train de se passer, la fissure terrible entre la vieille esthétique moderne, la vieille esthétique classique et la future esthétique moderne, que représentaient Baudelaire et Flaubert. Il était vraiment, voilà, Christ en croix, retenant, se disant « je suis le dernier qui va retenir ça ». Voilà, ou alors Jean-Claude Van Damme pour les plus belges d'entre nous. On vous aime. Esthétique classique. Alors là, je vois déjà que j'en ai perdu dans la salle. Ah, esthétique classique, qu'est-ce que blabla, tata. En fait, l'esthétique classique, c'est ça. C'est un truc sous lequel on a regroupé un peu tout un paradigme, en fait, justement, qui a été rompu à partir en tout cas radicalement au 19e siècle.
Et c'est un paradigme en fait qui vient, tout un système de pensée qui vient de l'Antiquité. Et pas de n'importe qui en fait dans l'Antiquité, il s'est structuré autour de deux grands penseurs que vous connaissez bien. Le premier c'est Platon, et le deuxième c'est le penseur préféré de y penser. Ah c'est bien, vous suivez. Exactement. Donc ouais, c'est le Platon et Aristote. Et en fait, ils vont tous les deux pour des raisons différentes dire voilà, avoir une réflexion autour de qu'est-ce que c'est que la perfection, l'idée de perfection. Et ils vont se dire voilà, la perfection c'est trois choses. Le beau, le bien et le vrai. Le beau, le bien et le vrai qui sont inséparables, comme les trois branches du N-spinner. D'accord? Qui tournent comme ça, avec l'idée de la perfection. Pierrot, est-ce que tu peux s'il te plaît dire le mot swag? Swag, merci. Juste pour nous rappeler cette époque révolue que nous enterrons aujourd'hui définitivement. Voilà, le beau, le bien et le vrai, N-spinner du paradigme classique, qui va se transmettre, qui va venir jusqu'à nous en fait, par le biais du christianisme. En fait, le christianisme va d'un côté reprendre les idées de Platon et de l'autre reprendre les idées d'Aristote. Ils vont se faire une petite guerre, mais ils vont finir par faire une certaine. Le christianisme va finir par faire une certaine synthèse de ces deux grands auteurs pour arriver à reprendre le beau, le bien et le vrai ensemble, et ils vont le placer dans leur perfection qui est Dieu. Dieu est beau, bon et vrai. Et en fait, ça va, on dit comme ça, vous restez sur votre chaise, vous dites ok, très bien, Dieu est beau, bon et vrai pour les chrétiens de cette époque-là, très bien. Qu'est-ce que ça fait? En fait, ça a un impact direct sur la façon qu'on a d'écrire des bouquins, de faire de la peinture, de faire de la musique. Il faut bien se dire que, en fait, on le voit parce que jusqu'au XIVe siècle, il n'y a pas de partition signée. C'est bien ça? Il n'y a pas de partition signée jusqu'au XIVe siècle en musique. Alors en littérature, c'est grosso modo au XIe, XIIe siècle qu'on voit apparaître la notion d'auteur. D'accord? C'est quand même dingue en fait de dire qu'un truc qui pour nous est aussi important, voilà, surtout nous, youtubeurs, les auteurs, etc. Qu'est-ce que c'est qu'un auteur? Et ben en fait, à cette époque-là, c'était pas du tout une question qui se posait. Enfin, il n'y avait qu'un seul auteur, et cet auteur, c'était Dieu. Et chaque artiste, à partir de là, n'était qu'un co-auteur. En fait, il participait juste à la création. Voilà, il disait, voilà, à la création divine. Et à partir de là, ça pose un problème. Parce que... Non, ils n'ont pas gagné. Je parlais des Belges. On aurait dû passer plus de références. Non, et donc, oui, je disais le beau, le bien et le vrai. Ah oui, en fait, voilà, le fait que les artistes, à partir de ce moment-là, devaient, à partir du moment où eux-mêmes participaient de la création, en tout cas, se disaient, voilà, on est seulement des co-créateurs, et ben en fait, on doit faire comme Dieu. Nos œuvres doivent être belles, bonnes et vraies. Et en fait, ça a un impact direct jusqu'à les œuvres qu'on a vues au collège et au lycée. Je ne sais pas si vous connaissez un certain Jean Racine, par exemple, au XVIIe siècle. À ce moment-là, ouais, ça va, on voit que vous avez grandi quand même, parce que quand je dis ça, mes élèves ils font tous Jean Racine, ils sont Racine. Ce qui montre quand même que les vieux ont un problème de goût esthétique, les jeunes ont un problème de goût humoristique. Non, mais j'adore les jeunes, j'ai des très bons amis de moins de 25 ans. Oui. Donc voilà. Et donc, vous me perturbez. La tragédie pour les nobles. Ouais, la tragédie pour les nobles. Bah voilà, donc ça Racine, en gros, au XVIIe siècle. Il y a un courant qui va se structurer, qu'on appellera plus tard le classicisme, justement, et dans lequel, en fait, on va garder cette idée très forte. Le beau, le vrai et le bien sont liés. C'est-à-dire que si on parle de quelqu'un de beau, il faut qu'il soit bon et il faut qu'il dise des choses vraies, etc. D'accord? C'est ce qu'on a par exemple, et c'est ainsi qu'on va structurer les genres. Il y a les genres hauts et les genres bas. C'est-à-dire que si quelqu'un est méchant, eh bien il n'est pas beau. D'accord? Par exemple, et c'est ce qu'on a donc, la tragédie d'un côté, où on a des nobles, et de l'autre côté, la comédie, où on se fout de la gueule des gens un peu pauvres, voilà. Et qui sont bien sûr très laids et stupides et mauvais. Donc on peut comprendre que cette esthétique classique-là, qui fait la jonction entre le bien, le beau et le vrai, et ben Flaubert et Baudelaire également, ils chercheront à voilà, tout envoyer valdinguer. Alors Flaubert, lui, il a une démarche qui consiste à mettre avant tout, dans ces trois attributs-là, le vrai en premier. Alors pourquoi il fait ça? Parce qu'en fait il dit il y a des tas d'occasions dans lesquelles la vérité, la réalité, elle est ni bonne ni belle. Et il arrive
à cette conclusion-là simplement parce que lui-même, Flaubert, il est fils de médecin. C'est-à-dire qu'il a vu son père sauver des vies, et il voit lui-même sa vocation étant celle d'un écrivain, et il se dit comment est-ce que, en tant qu'écrivain, je peux être aussi utile que mon père à la société. Et il va donc se dire, pour être utile à la société, il faut que j'exhibe de la façon aussi neutre et aussi juste et aussi correcte que possible la réalité. C'est-à-dire que je ne vais pas masquer des choses simplement parce qu'elles sont laides ou parce qu'elles ne sont pas bonnes. Il dit très clairement, l'écrivain n'est pas un moraliste, mais c'est un anatomiste. Et du coup, ce qui est assez fascinant, c'est que cette critique-là, elle va autant à l'encontre des livres moraux que des livres immoraux. C'est-à-dire que quand Les Misérables sort en 1862, c'est vraiment un carton de ouf, parce que c'est le livre du peuple, et ça met en avant des gens qui sont tellement stylés que même leur nom vous indique que c'est des gens stylés. Par exemple, il y a un évêque qui est hyper hospitalier, c'est genre le type le plus sympa du monde, il s'appelle Monseigneur Bienvenu. Et à un moment, la subtilité, ça va 2 secondes. Jean Valjean, une fois donc le forçat qui se repentit, il prend le nom de Monsieur Madeleine, qui est celui de la prostituée dans la Bible qui se repentit aussi. Donc voilà, décidément, Hugo, il y va avec ses gros sabots. Et Flaubert, il déteste ça. Il dit, mais c'est n'importe quoi, ça, c'est pas la réalité. Et ça, cette critique, ça va aussi à l'encontre des livres immoraux. C'est-à-dire que dans une lettre à George Sand qu'il lui envoie en 1876, il parle des livres obscènes, de tout ce qui est pornographie à l'époque, qui existait déjà beaucoup, et il dit « Les livres obscènes ne sont même immoraux que parce qu'ils manquent de vérité. Ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. » Finalement, c'est quelque chose qu'on comprend bien, c'est que à chaque fois que vous avez un problème de tuyauterie, quand votre plombier y vient, eh ben, ça se passe pas du tout comme dans les films que vos enfants regardent en cachette. En tout cas, ouais, vous vous faites enculer, mais différemment, c'est parce que la facture coûte très cher. Pour récapituler et reformuler cette idée, Flaubert, ce serait quelqu'un qui dirait le problème de la pornographie, c'est pas qu'elle montre trop, c'est qu'elle ne montre pas assez. Elle manque de vérité. Après, c'est dans l'air du temps, c'est-à-dire que c'est pas Flaubert qui invente ça. En 1840, c'est l'époque des enquêtes sociales. C'est-à-dire qu'il y a des sociologues qui vont aller dans les zones pauvres, dans les classes populaires, etc., rencontrer les prostituées, pour essayer de dire on ne va pas vous juger, mais on veut simplement rendre compte de comment ça se passe là et essayer de faire changer la situation. Par exemple, c'est quelque chose qui se passe très clairement pour les médecins. C'est-à-dire qu'un médecin qui veut par exemple vérifier qu'une femme a ou non un début de cancer du sein, bah, il lui demande de se mettre tout nu, mais d'une certaine manière, la morale ne rentre pas en compte. Il n'y a pas de question de pudeur, c'est-à-dire qu'il est là plutôt pour soigner. Et donc, tout ça, ça se transfère chez Flaubert dans son œuvre principale, Madame Bovary. Madame Bovary, c'est le roman d'un personnage secondaire. C'est-à-dire que c'est une jeune femme qui, justement, elle, a lu des livres où il y a un prince charmant qui vient sauver la princesse parce qu'elle était tout en haut d'une tour protégée par un dragon, etc. Et donc elle se dit, c'est ça qui va se passer dans ma vie. Le seul problème, comme on le sait tous, c'est que c'est pas du tout le cas. Donc finalement, elle tombe amoureuse d'un gars qui est juste un peu un loser, et du coup elle se dit, mais c'est de la daube, donc il faut que je me trouve un autre amant. En se disant, ça va être hyper romantique. Mais comme vous le savez aussi sans doute, j'espère pas, les amants c'est avant tout des gens qui veulent tirer leur coup et après ils vous laissent tomber. Donc finalement elle va d'amant en amant en se disant je vais enfin vivre un conte de fées, mais malheureusement c'est jamais le cas. Donc elle ne sauve pas son village, juste elle s'ennuie terriblement et elle meurt. Et tout ça, ça passe par un procédé stylistique qui est plutôt stylé. Et que Flaubert met vraiment en forme, c'est le discours indirect libre. C'est vraiment, il travaille le langage pour faire passer cette idée-là. Le discours indirect libre, ça consiste moi c'est un peu technique là, mais bon, vous retrouvez comme à l'école, ça consiste à insérer la voix du personnage dans ce que dit le narrateur. Alors comme ça on se dit bon, soit. Mais en fait, c'est un procédé que vous connaissez très bien parce que c'est comme ça qu'est écrit le Petit Nicolas. Pour vous donner un exemple qu'on a trouvé, pour clarifier un peu les choses, alors on dit papa est entré sans prévenir dans ma chambre et il a dit que oh là là, tu sais, c'est normal à l'adolescence, moi-même à ton âge, il suffisait que je pense à Cosette. Ça, c'est tiré de l'album Le Grand Nicolas, je ne sais pas si vous l'avez lu. Donc il n'y a pas de point, il n'y a pas d'ouvrir les guillemets, il n'y a pas de retour à la ligne, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la voix du narrateur, eh bien, il met avant tout la voix des personnages. Parce qu'il considère que c'est de la neutralité immense. Et du coup, c'est comme ça qu'il pourra transformer sa fixette, transformer au sens des rugbyman, transformer sa fixette sur le vrai. Donc d'un côté, on a Flaubert qui va avoir cette obsession du vrai et qui va faire éclater cette espèce de triangle donc de l'esthétique classique, le bien, le beau, le vrai, en mettant le vrai tout en haut. Et Baudelaire fait exactement le même constat en fait que Flaubert, en disant voilà,
on ne peut plus écrire comme avant en racontant des belles histoires, etc. Non, non, la parole poétique, aujourd'hui, en tout cas à l'époque où il écrit, il dit bah, elle est impossible. Pourquoi elle est impossible? Parce que, alors vous n'êtes pas sans ignorer que un musicien, il fait son art, son matériau, c'est les notes, un peintre, c'est les couleurs, les formes, et en fait, le problème du poète, c'est que son matériau principal, c'est la parole. Et le problème de la parole, c'est que ça appartient à tout le monde. C'est-à-dire que chacun va en fait aller prendre ce matériau et aller l'éclater contre les murs à longueur de journée. Il suffit de voir le fait que par exemple, on prend un mot tout simple, le mot genre. Genre, comment ça va? Très bien, et toi? Genre la dernière fois, j'étais avec... Le mot a tellement été utilisé qu'il a été usé, vidé de son sens. Et à partir de là, Baudelaire, il dit, bah ok, mon langage, mon matériau, a été pris par la société, et il a été comme souillé par la société, on lui a enlevé toute sa force. Et en fait, ça a un impact direct, non seulement sur sa poésie à lui, mais en fait sur la société elle-même. Parce que si la société parle mal, si elle utilise des mots qui n'ont plus de valeur et qui ne savent plus retranscrire des émotions, et bien en fait ça va faire qu'on va mal aimer, on va avoir des relations entre nous qui vont être mauvaises. Et c'est ce qu'on appelle en fait le mythe du poète maudit. Le poète est maudit parce qu'il a conscience qu'il dit mal. Et en fait c'est ça que Baudelaire va vouloir changer radicalement. Et donc je dois aller vite, donc j'accélère. Il va devoir changer radicalement, et donc il va allez, tu m'as coupé. Et donc sa réaction, ça va être une réaction plutôt très saine, puisque au lieu de se dire bon bah très bien, le langage il a été souillé par la société et par le fait qu'on communique mal, et donc résultat on finit tous par s'aimer mal les uns les autres, et bien en fait au lieu d'aller chercher le salut dans la vertu, il va dire eh bien c'est le mal lui-même qui va sauver la poésie. Je vais aller chercher des fleurs dans le mal lui-même, d'accord? La beauté, je vais la tirer de la saleté, de la merde. Et finalement, c'est ce qu'on retrouve. Ce procédé-là, c'est exactement le procédé de l'homéopathie, qui est le procédé par lequel, quand on a une blessure, par exemple on se mord par un serpent, on se dit tiens, je vais mettre un tout petit peu de nain de serpent, et comme ça va me soigner. Et donc j'en ai tiré cette idée formidable que peut-être que la poésie de Baudelaire est la seule homéopathie qui devrait être remboursée par la sécurité sociale. Donc c'est bientôt, on arrive à la fin de notre conférence, qui avait pour objectif de nous mettre dans la tête de Maître Pinard, qui est le procureur le plus détesté de tous les étudiants en littérature. Ça nous paraissait une opération difficile, mais un bel hommage à la forteresse de Montbazon, qui nous fait redécouvrir le visage du Moyen-Âge, qui se trouve bien à 100 km de la vision sale et barbare à laquelle on le réduit généralement. Ce qu'on a voulu montrer donc, c'est que Maître Pinard, il avait bien compris de quoi il retournait, il avait bien compris le projet de Baudelaire et de Flaubert, il avait senti leur dimension révolutionnaire et du coup également leur côté punk. Il cherchait donc justement à retenir l'avènement d'une esthétique dans laquelle on peut dire des obscénités du moment qu'elles sont vraies, ou on peut dire des horreurs du moment qu'elles sont belles. Mais ce que Maître Pinard n'avait pas deviné, c'est que cette esthétique serait remise en question 150 ans plus tard. Alors je ne sais pas si vous avez vu Le Dernier Tango à Paris. C'est un film qui est vraiment sublime, qui a été réalisé par Bertolucci en 1972, qui a été vraiment porté au nu par la critique, il a reçu tous les Oscars, etc. Et il contient notamment, dans le récit, une scène de viol qui est hyper esthétisée, mais vraiment digne de Irréversible, quoi. Le problème, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, on a appris que l'actrice Maria Schneider, elle avait été effectivement violée par Marlon Brando, à la demande du réalisateur Bertolucci, justement pour que ça fasse plus vrai. Alors comment est-ce qu'une scène où le mal se produit peut-elle être aussi belle? Quand Irréversible, le film a été diffusé au Festival de Cannes en 2002, des spectateurs ont quitté la salle, on a encore les vidéos, et globalement à l'époque tout le monde s'est un peu moqué d'eux. On les a pris un peu pour des vieux riacs, pour des gens qui n'avaient pas compris grand-chose. Et pourtant, en 2018, donc 15 ans plus tard, la question se pose à nouveau, avec une urgence vraiment immense. Alors gardons-nous, comme on l'apprend avec les incroyables guides de Montbazon, de prendre nos aïeux pour des blaireaux, parce que leur réflexion reste toujours fertile, et que s'il y a bien quelque chose dont on a besoin aujourd'hui, c'est de savoir se mettre sereinement à la place d'autrui. Voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés.